Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, alors certes un peu particulière, car c'est un format inédit que je vous propose sur la chaîne. En effet, aujourd'hui nous fêtons officiellement les 100 ans d'une découverte incroyable et j'avais pour l'occasion envie de vous partager plusieurs de mes passions, l'histoire, l'archéologie et bien entendu la littérature. Dans cette première partie de vidéo, je vous propose de remonter très exactement 100 ans en arrière, à l'heure de la découverte la plus célèbre de l'histoire. En 1922, en plein cœur de l'Égypte, l'archéologue britannique Howard Carter met fin à plus d'une décennie de recherche, en mettant à jour le tombeau d'un petit pharaon oublié et de son trésor inestimable. En fin de vidéo, vous pourrez ensuite découvrir une petite sélection de livres divers, non-fiction, romans, jeunesse, graphiques, en rapport avec la thématique de l'égyptologie ou encore de l'archéologie. Si vous êtes prêts, on embarque, c'est parti! Toutankhamon, de son petit nom Tout, est le 11e pharaon de la 18e dynastie correspondant au Nouvel Empire et serait le fils du pharaon Akhénaton et de l'une des sœurs de ce dernier. Alors oui, ça commence. L'Antiquité, ce n'est pas toujours joli. Mais il faut bien comprendre que pour les dirigeants de l'Égypte antique, le mariage n'est pas du tout envisagé de la même manière qu'aujourd'hui. Et en plus, il n'est pas véritablement rare de constater des phénomènes de consanguinité. La 18e dynastie constitue l'apogée de la civilisation égyptienne antique, bien qu'elle ait été menacée par de nombreux envahisseurs issus des pays limitrophes. Toutankhamon est certainement parmi la centaine de souverains que comptent les 32 dynasties ayant régné sur les deux terres, le plus célèbre des pharaons d'Égypte. Et pourtant, croyez-moi, ce n'était pas vraiment gagné. On peut dire que le parcours de notre toute préférée a été semé d'embûches. Ce n'est pas pour rien qu'il fut surnommé l'enfant roi, en effet. Toutankhamon devient pharaon à l'âge de 9 ans. Il est bien sûr entouré de conseillers pour assurer son règne. Règne qui fut relativement court puisqu'on estime sa fin prématurée, selon les hypothèses, entre l'âge de 17 et de 19 ans. D'un point de vue historique et politique, il est considéré par les égyptologues comme un petit pharaon. Comprenez, de peu d'importance. Certes, il a régné pendant la période florissante de l'Égypte antique, mais ce court règne ne lui a pas laissé le temps de prendre de réelles décisions majeures, si ce n'est une notable exception. En effet, Toutankhamon subit les conséquences du règne de son père Akhénaton. Petite mise en contexte. Akhénaton, surnommé l'hérétique, déclencha une véritable révolution dans l'Égypte antique. Culturelle, religieuse, politique, voire sociologique, son acte le plus édifiant fut probablement l'abolition du panthéon égyptien traditionnel. Pour faire simple, Akhénaton, appelé à la naissance Aménophis IV, vous trouverez parfois la transcription Amenhotep, portait donc un nom en hommage à la divinité principale, à l'origine du panthéon égyptien, Amon-Ré, dans la pure tradition religieuse de son pays. Sauf qu'en Égypte, à partir de la 18e dynastie, le sacerdoce du dieu Amon est confié à des grands prêtres. Mais au moment où le jeune Aménophis IV devient pharaon, ce clergé est particulièrement corrompu et entretient la superstition populaire pour accroître son pouvoir. Afin de reprendre l'ascendant, Aménophis décide de frapper un grand coup. Par sa volonté, Aton, un autre dieu solaire, est érigé au rang de dieu unique et tout le panthéon, le culte d'Amon ainsi que les grands prêtres sont écartés, au moins pour un temps. Aménophis prend alors officiellement le nom d'Akhénaton qui signifie « Aton est satisfait ». Cela correspond à la période dite amarnienne du nom de la nouvelle capitale du pays. Mais avec tous ces bouleversements, Akhénaton ne va pas remporter tous les suffrages. Et de son père jusqu'au dernier pharaon de la 18e dynastie, tous vont subir la malédiction la plus terrible de l'Égypte antique, la damnatio memoriae. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une condamnation post-mortem à l'oubli. On efface vos représentations jusqu'à votre nom dans toutes les archives, de toutes les images, de toutes les constructions, comme si vous n'aviez réellement jamais existé. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la représentation imagée ou écrite a le pouvoir de faire vivre ce qu'elle représente. On est donc bien sur le pire châtiment qui existe pour eux. Et pourtant, notre petit Tout a bien essayé de rattraper le coup. Décrit comme le pharaon qui restaure, Toutankhamon, et vous remarquerez que dans son nom est réapparu le dieu Amon, a initié un certain nombre de constructions et a œuvré à la restauration des sanctuaires abandonnés pendant le règne d'Akhénaton. Ironiquement, c'est possiblement ce qui a assuré à Toutankhamon une tranquillité de plusieurs millénaires. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, la découverte du tombeau.
On doit la fameuse découverte du tombeau de Toutankhamon à la ténacité de deux hommes en particulier, l'égyptologue britannique Howard Carter et son mécène, le non moins célèbre Lord Carnarvon. Fils d'un peintre animalier et paysagiste dont il hérite le talent, Howard Carter est né en 1874. Il a environ 17 ans lorsqu'il est présenté au jeune égyptologue de l'Egypt Exploration Fund, Percy Newberry, qui l'engage pour recopier à l'aquarelle les fresques des tombes de Beni Hassan. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5e comte de Carnarvon, est quant à lui né en 1866. Détenteur d'une immense fortune, c'est la lecture d'un ouvrage d'un égyptologue français, Gaston Maspero, qui le décide à partir en Égypte. Les événements qui ont conduit à la découverte du plus célèbre des tombeaux ont été relayés de toutes parts. Mais Howard Carter en a lui-même relaté la chronologie dans son récit de leur incroyable aventure. Il faut remonter en 1902, lorsqu'un permis de fouille dans la vallée des rois est délivré à l'américain Theodore Davis. Il eut dans son équipe quelque temps Howard Carter, qui en qualité d'inspecteur du département des antiquités, découvrit 2 tombes et supervisa avec Davis le transport des objets qu'elles contenaient. Davis fouilla durant 12 saisons la vallée des rois et déclara en avoir découvert tous les secrets, le pauvre, s'il avait su. C'est en juin 1914 que Davis décide finalement de céder sa concession à Lord Carnarvon et qu'Howard Carter commença véritablement son travail dans la vallée des rois. Le but des deux hommes était clair, trouver la tombe du pharaon Toutankhamon. 3 éléments trouvés par Davis leur laissaient penser qu'il était relié à cette partie de la vallée. D'abord une tasse en faïence à son nom trouvée sous une pierre dans la vallée, des feuilles d'or à son effigie provenant d'un petit caveau, et enfin des jarres contenant des seaux d'argile utilisés à ses funérailles trouvés à flanc de rocher. La guerre et le climat tendu du pays suspendit pour un temps leurs recherches. Je ne vous rappelle pas le contexte mondial en 1914 ? Pas fun quoi. La véritable campagne dans la vallée débuta en automne 1917. Carter suggéra alors comme point de départ le triangle formé par les tombes de Ramsès II correspondant à KV7, Merenta KV8 et Ramsès VI KV9. Ils déblayèrent les couches supérieures jusqu'au pied de la tombe de Ramsès VI. Ils découvrirent une série de huttes d'ouvriers qui signifiait la proximité de tombes. Ils stoppèrent l'avancée des travaux ici car ils auraient alors coupé l'accès aux tombes de Ramsès et empêché les nombreuses visites. Les travaux reprirent donc durant la saison 1919-1920, surtout le triangle. Puis ils se déplacèrent dans la vallée latérale où se trouvait la tombe de Thoutmôsis III pendant encore 2 saisons. Presque totalement découragés, ils entreprirent en 1922 une ultime saison dans la vallée des rois en la commençant tôt pour fouiller sous les cabanes cette fois des ouvriers. Les travaux reprirent donc au nord-est de la tombe de Ramsès VI en direction du sud. Le 4 novembre, on annonça à l'arrivée de Carter que sous la première hutte, on avait mis à jour une marche taillée dans le roc. Le lendemain, on découvrit une première porte scellée portant les sceaux de la nécropole royale. Le matin du 6 novembre, bien qu'impatient, Carter envoya un télégramme à Lord Carnarvon en Angleterre. Merveilleuse découverte dans la vallée, stop. Tombe superbe avec sceau intact, stop. Attends votre arrivée pour ouvrir, stop. Félicitations. Le 26 novembre, la seconde porte fut découverte. Après avoir pratiqué une petite ouverture, Carter, en compagnie de Lord Carnarvon et de sa fille Lady Evelyn ainsi que de l'autre archéologue Arthur Callender, écrit « D'abord, je ne vis rien. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme de la bougie. Puis, à mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, des formes se dessinèrent lentement. D'étranges animaux, des statues, et partout le scintillement de l'or. Pendant quelques secondes, qui durent sembler une éternité à mes compagnons, je restai muet de stupeur. Et Lord Carnarvon demanda enfin « Vous voyez quelque chose ?» Je ne pus que répondre « Oui, des merveilles. » Alors j'élargis encore l'ouverture pour que nous puissions voir tous les deux. Je sais pas vous, mais moi cette partie me donne toujours des frissons. Le 29 novembre se déroula alors la présentation officielle de la tombe. L'équipe de Carter mit donc à jour 16 marches qui menaient à la porte d'entrée d'une tombe non conforme au plan d'un hypogée classique de la nécropole royale. De là, un couloir long d'un peu plus de 7 mètres menait à une seconde porte fermant la première pièce, l'antichambre. Cette pièce rectangulaire est disposée perpendiculairement avec une orientation sud-nord. Sur le mur ouest s'ouvre une annexe dont le plancher est situé 1 mètre sous le niveau de l'antichambre. Ces 2 pièces furent découvertes remplies de matériel funéraire, essentiellement au nom du jeune roi, mais pas exclusivement. Le mur nord de l'antichambre comporte une ouverture vers la chambre funéraire.
Elle était initialement fermée avec de multiples sceaux de la nécropole royale. De chaque côté de l'ouverture se dressaient les 2 célèbres statues du roi en bois noirci qui défendaient l'entrée. La chambre funéraire était la seule pièce décorée du tombeau. L'extrémité nord du mur est est percée d'une ouverture qui donne sur une petite pièce appelée salle du trésor. L'exemple du tombeau de Toutankhamon est le témoin du processus de transformation radicale de l'enterrement royal au cours de la XVIIIe dynastie. On passe côté chambre funéraire ? Ici, les murs sont enduits de plâtre peint en jaune. Le trait des peintres est hâtif mais précis. Les personnages sont peints à grande échelle, ce qui réduit drastiquement le nombre de scènes. Les proportions des personnages sont très proches de celles de la période amarnienne dont je vous parlais tout à l'heure. Parmi les différentes représentations, je n'en décrirai qu'une aujourd'hui parce qu'il faut faire un moment des choix. Sur le mur nord, on peut trouver 3 scènes. À droite, on peut retrouver une représentation unique dans les tombes royales. Le nouveau pharaon, Haï, qui est en fait le successeur de Toutankhamon, expressément nommé, participe à la cérémonie funéraire de l'ouverture de la bouche. Sur la représentation centrale, on peut retrouver Toutankhamon en costume des vivants, dans un style encore typiquement amarnien, qui est accueilli par Nout, la déesse du ciel. Et enfin, sur la représentation de gauche, vous pouvez découvrir le roi, suivi de son Ka, qui embrasse Osiris qui l'accueille. 4 coffres chapelles en bois stuqué et doré, les seuls exemplaires connus, étaient situés au centre de la pièce et renfermaient le sarcophage en granit et quartzite. Ces angles étaient ornés des 4 figures ailées des déesses protectrices et surmontés d'une corniche à gorge. Ils contenaient pas moins de 3 cercueils en mode poupée gigogne, les 2 premiers en bois doré et incrustation, ça fait déjà plaisir. Le cercueil médian offre un exemple remarquable d'application intégrale de la technique du cloisonné égyptien, et le cercueil intérieur en or massif, d'un poids total de 110 kg, est une merveille de l'art de l'orfèvrerie. En total, dans toute la sépulture, on dénombre pas moins d'1 millier d'objets, en tout genre, précieux témoins des fastes d'un enterrement royal et de l'équipement magique de la dernière demeure d'un souverain. Parce que oui, les Égyptiens pensaient potentiellement que même en étant mort, on pouvait avoir besoin de toutes ces affaires. Donc concrètement, il fallait embarquer ses chars, son lit, ses objets préférés, ses bijoux, potentiellement de la nourriture. Donc je vous raconte pas l'odeur quand ils sont rentrés à l'intérieur. On emportait aussi bien sûr parfois des esclaves, des domestiques pour se servir parce que bon, on n'allait pas faire la vaisselle, je veux dire, une fois mort concrètement. Donc voilà, on emportait toutes ces affaires avec soi. On passe au côté mythe. La renommée de Toutankhamon s'est construite grâce à la richesse de son tombeau, mais également par les nombreux mystères qui l'ont entouré. Pourquoi son tombeau fut presque le seul à être intact? Pourquoi ne ressemble-t-il pas au tombeau des autres pharaons? Ou encore, comment ce dernier est-il réellement mort? Autant de questions qui ont permis à ce pharaon dénigré à son époque de devenir l'un des dirigeants égyptiens les plus réputés. Je vous donne quelques réponses aujourd'hui. Concernant son décès, eh bien, plusieurs hypothèses ont été avancées depuis le XXe siècle. Traces de coups derrière la tête, accident de char, paludisme. Il semblerait que ce soit effectivement cette dernière hypothèse qui soit retenue encore actuellement. Un tombeau inadapté. Il s'agit probablement d'un tombeau prévu à la base pour un personnage un peu moins important, mais qu'on a utilisé en urgence. La preuve est que les artisans n'ont même pas eu le temps de décorer l'annexe. Et oui, les artisans n'avaient que 10 semaines après la mort pour tout aménager et décorer car c'est le temps nécessaire à la momification. Le mystère de son tombeau inviolé. En réalité, les archéologues ont trouvé la preuve que le tombeau avait bien été visité, au moins 2 fois. On a par exemple trouvé des bijoux tombés dans le couloir, probablement laissés échapper par des voleurs, surpris, il semblerait, par des gardiens. Enfin, le mystère le plus important qui entoure le pharaon et qu'il a fait connaître au grand public. La malédiction. La légende d'une malédiction entourant le tombeau du pharaon Toutankhamon aurait pris naissance au cours de l'année 1923, soit quelques mois après l'ouverture de la tombe par Howard Carter et Lord Carnarvon. C'est Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, grand féru de mystère, qui le premier parla de la malédiction de la momie. La malédiction est bien entendu reprise par les journaux du monde entier, qui pendant des décennies vont comptabiliser tous les décès liés de près ou de loin, voire de très loin, à Toutankhamon. Car il semblerait qu'une étrange épidémie commence à décimer les archéologues et leurs proches.
Chaque nouvelle disparition fait les gros titres. Cinéastes et romanciers se saisissent à leur tour de l'histoire. Je vous épargnerai la liste complète des décès, mais la paranoïa commence le jour même de l'ouverture en fait du tombeau. Le canari de Carter, mascotte du chantier, meurt tué par un cobra. L'Ouréus, symbole des pharaons, a frappé. Est-ce un signe? Les ouvriers superstitieux commencent alors à parler de profanation. En mars 1923, soit un peu plus de 4 mois après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon, commanditaire de l'expédition, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Alors oui, dit comme ça, on aurait envie de s'enflammer. Plus tard, on apprendra en fait qu'il est décédé des suites d'une maladie contractée en Égypte. Il pourrait s'agir d'une pneumonie grave associée à une infection causée par la piqûre d'un moustique mal cicatrisé. Il n'en fallait pas plus pour faire les choux gras de la presse. Alors que les journalistes accourent du monde entier pour couvrir la plus incroyable des découvertes archéologiques, c'est une véritable aubaine. Le récit de la découverte captive déjà les foules, de l'expert le plus aguerri à monsieur et madame tout le monde. Cette nouvelle saga de la malédiction va tenir en haleine le public pendant plusieurs années. Comment faire plus passionnant? Finalement, aucune preuve fondée ne témoigne d'une malédiction. Celle-ci est en réalité créée de toutes pièces par l'imaginaire occidental. Ce sont les soins dont étaient entourés les pharaons, rituels d'embaumement complexes, tombes scellées, inscriptions mystérieuses, tombeaux cachés dans le désert égyptien, qui ont servi de fondement. Une analyse rationnelle montre aujourd'hui qu'en dépit de plusieurs faits objectifs qui ont pu sembler troublants au moment où ils se sont produits, ce mythe est uniquement le fait d'un journalisme à sensation, qui a voulu développer la découverte de la tombe en y ajoutant des éléments fictionnels uniquement destinés à doper les ventes de numéros. Ajoutons à cela que des auteurs britanniques à succès tels qu'Arthur Conan Doyle ou encore Agatha Christie se sont appropriés la découverte archéologique et l'ont associée à de la fiction. Pas étonnant alors qu'en 1932, une décennie après la découverte, le film d'horreur La Momie de Karl Freund fasse son apparition. S'en suivra plus tard toute une série d'autres films inspirés de cette découverte. Moi perso, j'ai toujours mon petit chouchou. Quoi qu'il en soit, la légende d'une malédiction du pharaon est née. À l'époque, les musées sont submergés par les dons de momies et autres objets suspectés d'être porteurs de mal. Au final, Toutankhamon devient bien le plus célèbre des pharaons de l'Égypte antique. Durant celle-ci, pour garantir l'immortalité aux défunts, on pouvait lire sur les stèles d'appel aux vivants placées devant les sépultures « Ô toi, voyageur qui passe devant ce tombeau, prononce mon nom et je te récompenserai grassement ». Il est ironique qu'un pharaon de petite envergure comme Toutankhamon, quasi inconnu de son temps, soit devenu le symbole de la puissance de l'Égypte ancienne. Et parce que son nom est le plus prononcé à travers le monde, est atteint le but ultime de la civilisation pharaonique, l'immortalité. Et maintenant passons à la sélection de titres traitant des thématiques telles que l'égyptologie, l'archéologie ou encore l'histoire de l'art. Vous pourrez retrouver, ne vous inquiétez pas, toutes les infos dans la barre de renseignements juste en dessous. Vous aurez peut-être même des titres supplémentaires parce que je ne vais pas tout vous lister. Ça n'est vraiment pas une liste exhaustive, donc peut-être que je rajouterai des choses en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. En tout cas, parmi les classiques, le premier que je vous recommanderais évidemment, c'est La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Vous avez son récit de fouilles qui est... S'il y avait un récit de fouilles à lire, franchement, c'est lui parce que c'est assez impressionnant, il y a déjà beaucoup de choses à dire. On n'a pas du tout parlé du mobilier funéraire qu'on a trouvé dans la tombe parce que concrètement j'aurais pu vous tenir une vidéo de 3 heures et c'était pas le but. On n'est pas sur un cours magistral donc on va y aller mollo. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, il vous raconte jour après jour en fait le chantier de fouilles, en fait comment ça s'est passé. C'est, je trouve, puissant. Donc on a l'impression de se retrouver là-bas où on vit aussi les émotions un peu qui transparaissent malgré tout. Voilà, s'il y en a un que je vous conseille, en tout cas de commencer par là, évidemment c'est celui-ci. Alors c'est pas toujours facile de le trouver, j'en suis désolée. Ils l'ont réédité dans plusieurs versions, dans plusieurs éditions. Donc j'espère que voilà, si vous le cherchez, vous arriverez à trouver votre bonheur. Ensuite, pour continuer dans les classiques, évidemment, on a les auteurs qu'on a évoqués, les auteurs britanniques de cette époque, donc Arthur Conan Doyle évidemment. Alors pour les titres, il y en a sûrement plusieurs. Je vous ai mis Une momie qui ressuscite, parce que concrètement on était un petit peu dans le thème. Alors ça c'est une nouvelle, personnellement je ne l'ai pas lu, donc voilà, mais si vous l'avez lu ou si vous le lisez plus tard, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et il y a aussi, j'ai repéré la tragédie du Korosko d'Arthur Conan Doyle. Alors attention, c'est pas tout à fait... Bon, c'est un titre en fait qui se passe en Égypte, mais on n'est pas vraiment sur l'archéologie là, je l'ai mis, voilà,
pour dire parce qu'il me semblait sympathique quand même. Ça se passe en partie en Égypte, en tout cas à partir du Caire. On est sur un groupe cosmopolite de touristes qui se fait enlever. Donc c'est un peu bizarre, hein. Ils font une croisière sur le Nil et en fait ils se font enlever par une troupe derviches musulmans fanatiques. Enfin voilà, apparemment c'est un titre qui a des résonances très contemporaines. Je trouvais ça intéressant donc je vous l'ai mis quand même. mais à voir. On a ensuite L'aventure du tombeau égyptien par Agatha Christie, qui je crois est également sous le format nouvelle, mais là je suis pas trop sûre. Je n'ai pas trouvé de version en français. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez la trouver en version e-book et audiolivre. Donc bon, en anglais, si vous arrivez à peu près, ça pourrait être sympathique. L'histoire avait l'air plutôt cool. Un à un, les hommes qui ont découvert la tombe du roi Merenra commencent à mourir. Sympa. Donc voilà, on est un petit peu sur cette histoire de malédiction, hein, du pharaon concrètement. La superstition se répand qu'ils ont été maudits par le roi mort. Poirot est invité à enquêter sur les morts surnaturelles par une mère inquiète. Hastings est plutôt déconcerté lorsque Poirot affirme sa croyance au surnaturel. Voilà, franchement ça peut être assez sympa, moi j'ai dit. Je l'ai pas lu, du coup pas encore, mais comme il est sur... A few moments later. Bref, le truc sur Amazon où vous avez des livres audio, eh ben peut-être qu'en anglais je tenterai de me le faire. Bon, et puis si vous êtes fan de la romancière, impossible de passer à côté de Mort sur le Nil ou encore de La mort n'est pas une fin. Côté enquête, aventure, fantastique, je peux vous faire une recommandation particulière puisque c'est un livre que j'ai lu. Oui, mesdames et messieurs, je l'ai lu. Il s'agit des Tribulations de Lady Eleanor Grant. Donc, en tout cas, moi j'ai le tome 1. Écrit par Julie James. C'est un livre auto-édité. Et vraiment, je vous dis en avant-première, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On est en 1910, je crois. On va suivre donc Lady Eleanor Grant, qui après des années d'un mariage concrètement désastreux, c'est l'horreur, vraiment c'est l'horreur, elle va finir par pouvoir consacrer en fait son temps à sa passion première qui est l'égyptologie, et elle va finir par partir en Égypte sur les traces d'une reine qui a subi la damnatio memoriae. Si vous avez écouté la vidéo juste avant, enfin si vous avez écouté la partie juste avant, vous savez de quoi je parle. Et voilà, et donc ça va être récit de fouilles, aventure, du coup poursuite, amour aussi, un petit peu, surnaturel, pas mal aussi, mais bref, je vous laisse vraiment découvrir ça tranquillement. En tout cas, si vous avez envie d'un titre qui vous immerge complètement en Égypte antique aussi, enfin bref, voilà, vraiment sur les traces d'une reine oubliée, et ben foncez. Moi perso je vais de ce pas commander le tome 2 pour Noël, donc voilà, j'ai vraiment adoré et vous n'avez plus qu'à vous laisser porter. On a ensuite Le dernier secret de Cléopâtre par Xavier Millan. Moi personnellement j'ai lu le tome 2, enfin en tout cas le livre suivant avec les mêmes personnages principaux, qui s'appelle Le Testament Néfertiti. Donc aux éditions City, et que j'avais beaucoup aimé, qu'on m'avait offert, donc moi je savais pas qu'il y avait un tome précédent, mais ça m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture, hein, malgré tout, même si bon tu sens que y a des choses qui se sont passées avant et que t'es pas au courant, mais c'était très sympa aussi. Donc voilà, pour vous immerger, c'est les petits poches qui franchement coulent bien. Alors pour vous raconter un petit peu le pitch, on va suivre une conservatrice du département des antiquités égyptiennes du Louvre, si je me trompe pas, donc Claire Delorme, qui découvre un étrange papyrus qui semble être le testament de Cléopâtre, concrètement dans ce premier tome. Donc voilà, et c'était plutôt sympa. Est-ce qu'elle est mariée, je sais plus, enfin bon bref, elle part sur les traces, elle s'en laisse pas trop compter, hein, dans un monde particulièrement masculin, du coup il faut avoir un minimum de caractère, donc voilà, c'était plutôt chouette, il y avait encore de la course-poursuite, de l'enquête, de l'historique, enfin voilà, c'était très sympa, donc j'ai beaucoup aimé. Alors même si je n'en ai lu aucun, je ne pouvais pas ne pas citer Christian Jacques avec tous ces titres en rapport, alors au-delà de l'Égypte tout court. Du coup j'ai repéré les titres plutôt liés à Toutankhamon pour le coup. Vous avez l'affaire Toutankhamon, la malédiction de Toutankhamon, vous avez aussi la Reine Soleil, l'aimée de Toutankhamon.
connais pas, Qui a tué Toutankhamon, et aussi Toutankhamon, l'ultime secret. Donc on est sur de la non-fiction, on est aussi sur de la fiction avec policier, mais pas forcément du coup les premiers tomes, hein. Vous avez certains titres qui font partie de séries, donc je sais plus lequel est le 13e tome sur 22 ou un truc comme ça. Donc faites attention du coup si vous voulez y aller. Enfin en tout cas c'est des romans qui ont quand même une bonne réputation. Il paraît que c'est quand même le spécialiste un petit peu, parce que vu le nombre de livres qu'il a sortis sur l'Égypte, c'est assez impressionnant, je trouve. Donc voilà, dites-moi si vous les avez lus. Moi je les connais pas encore, mais j'en ai entendu quand même pas mal de bien. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous avez une véritable passion, n'hésitez pas à plonger du coup chez Christian Jacques. Si vous êtes plutôt Cozy Mystery, eh bien j'ai repéré pour vous Un crocodile sur un banc de sable, qui contient également La malédiction des pharaons, ça c'est le premier tome, ou encore le deuxième tome qui s'appelle Le mystère du sarcophage, qui est accompagné du titre L'ombre de Sétos, par Elizabeth Peters. Donc on est ici sur un Cozy Mystery. On est ici à la fin du 19e siècle et on va suivre Amelia Peabody, accompagnée d'Evelyn, demoiselle en détresse, devenue sa dévouée dame de compagnie, qui embarque pour l'Égypte afin de s'adonner à sa passion pour l'Égypte antique. Au détour d'une réserve d'artefacts, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, hein, réserve d'artefacts, soit, elles font la connaissance de Walter Emerson et de son frère Radcliffe, irascibles et inciviles, mais dévoués corps et âme à l'archéologie. C'est en les retrouvant sur un chantier de fouilles dans le désert que les choses vont se corser. Une épouvantable et insaisissable momie vient tous les soirs les hanter et sème la terreur autour d'eux. L'indomptable mademoiselle Peabody se laissera-t-elle abuser par les facéties d'une momie assassine ? Et là vous avez de l'histoire, de l'archéologie, du mystère, de l'humour, le tout porté par une héroïne au fort caractère à la croisée entre Indiana Jones et Sherlock Holmes. On a ensuite le titre Enquête étrusque au Louvre, écrit par Carole Declercq. Fougueuse et indépendante, Anna Stein vient d'ouvrir un cabinet d'expertise d'art à Paris. Mais sa jeunesse et son sale caractère font grincer bien des dents. Alors quand le milliardaire François Borelli lui demande d'inventorier sa collection, c'est enfin la reconnaissance qu'elle attendait. Mais quelques jours plus tard, Borelli est retrouvé mort. Malade, il avait déjà certes un pied dans la tombe. Mais ne l'y aurait-on pas un peu précipité ? Lorsque d'autres cadavres s'invitent dans l'entourage du collectionneur, Anna est obligée de mener l'enquête. Aidée par un extravagant lord anglais, courtisée par un policier italien et poursuivie par son ancien amoureux, la jeune femme ne sait plus où donner de la tête. Pourtant, elle doit garder les idées claires, car dans les eaux troubles du trafic d'art, à vouloir déterrer d'inavouables secrets, elle risque d'être la prochaine victime. Si vous recherchez plutôt des titres jeunesse, je vous conseille 24 heures dans la peau d'un archéologue, écrit par Pascal Prévost et Arnaud Boutin, aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est un livre que j'ai déjà lu, qui va vous mener selon vos choix dans une lecture plus ou moins linéaire, allons-nous dire ça, et c'est hyper sympa pour découvrir du coup l'archéologie, tout en s'amusant. C'est un livre, c'est un jeu, ça fait les deux, et c'est très très bien fait, donc vraiment je vous recommande. Si vous préférez un titre plutôt en lien avec Toutankhamon, là je vous indique vraiment les titres en rapport. On a L'incroyable destin de Howard Carter à la découverte de Toutankhamon, écrit par Nathalie Leclerc et Anna Maria Ricobono, sorti aux éditions Bayard. On va y suivre donc l'incroyable destin d'Howard Carter, pionnier de l'archéologie de sa plus tendre enfance à la découverte de Toutankhamon, à travers 5 chapitres et 5 pages documentaires. On a ensuite le titre Les secrets de Toutankhamon, écrit par Emma Carroll, édité aux éditions Gallimard dans le format poche Folio Junior. Une archéologue en herbe au cœur d'une mission digne d'Indiana Jones, soit une passionnante évocation des merveilles de l'Égypte antique. Luxor 1922, les fouilles menées dans la vallée des rois passionnent le monde entier. À Londres, alors que son grand-père tombe soudainement très malade, la jeune Lyle découvre chez lui un précieux vase égyptien. À l'intérieur, un message venu du passé. Et si ce trésor était maudit? Indices volés, voyage en bateau, tempête de sable et piqûres de scorpions, ce mystère va mener Lyle et ses amis jusqu'au tombeau de Toutankhamon. En version pour les plus petits, vous avez également Toutankhamon avec Quelle histoire, qui propose des éditions donc de livres autour des personnages historiques avec des petites représentations illustrées. C'est des petits livres, ça vaut 5 € hein, si mes souvenirs sont bons. Du coup c'est pas très grand, c'est assez résumé, mais vous avez voilà une présentation pour les plus petits de ces personnages hyper importants. Et vous avez du coup en achetant ce livre la possibilité, bien sûr en téléchargeant l'application qui est gratuite, de télécharger donc gratuitement avec votre livre la version audio
de cette lecture en tout cas, et c'est vraiment très très sympa, il y a des ambiances sonores et tout, donc c'est plutôt cool, et les plus petits, comme les plus grands, du coup passent un très bon moment. Dans un autre genre, vous avez également le tome 13, Mission Pyramide de Geronimo Stilton, édité aux éditions Albin Jeunesse. Donc on est sur une série, donc c'est pas le premier tome de l'histoire, donc voilà, mais c'était quand même pour vous le mettre ici parce que j'adore l'image. Donc je suis très très fan de la couverture, ça m'a attirée tout de suite. Où on va suivre Geronimo et sa famille qui sont alors en vacances en Égypte, au moment où ils se voient confier une étrange boussole qui les envoie tout droit à la cour du pharaon Khéops. Leur mission, retrouver le trésor volé du pharaon, nécessaire à l'édification de sa célèbre pyramide. Sans quoi le cours de l'histoire pourrait bien changer, et les Stilton restaient coincés dans le passé. Oups! Côté BD, je vous propose une sortie plutôt récente. Il s'agit de Toutankhamon, l'Odyssée d'Howard Carter, par Patrick Mallet et Paul Marcel, aux éditions des Arènes. On est ici plutôt sur une BD historique, qui va reprendre l'histoire de la quête obsessionnelle d'Howard Carter dans la Vallée des Rois, et qui va sortir de l'oubli un pharaon maudit, Toutankhamon. Et pour finir, vous avez évidemment aussi l'adaptation de Mort sur le Nil de Damien Calixte et Isabelle Bautier, d'après bien sûr Agatha Christie, proposée aux éditions Paquet. La France est la championne de l'égyptomania. Et une chose est sûre, c'est que celle-ci n'est pas prête de décliner. En 2019 a été présentée à Paris l'exposition itinérante Le Trésor de Toutankhamon, qui a rassemblé 1,5 million de visiteurs. Je vous propose de nous quitter sur quelques images du trésor, présentées cette fois à la Foire de Bordeaux en 2022. De quoi vous donner un petit aperçu de la vision qu'ont eu Carter et Carnarvon lors de l'ouverture du tombeau. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à partager vos recommandations de lecture sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et de liker, commenter et partager cette vidéo, toujours en m'identifiant. Je vous rappelle que pour Instagram c'est Lily-Terrer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de belles lectures en perspective. Et comme d'habitude, je vous embrasse très fort.